Messieurs, dames, bienvenue à tous sur cet épisode d'Investia du vendredi 1er août 2025. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On est samedi matin quand je tourne ce petit podcast. La vie est belle, il fait plutôt beau. Et il y a le voisin qui écoute du Billie Jean, c'est bien ce que je me disais, de Michael Jackson. J'espère que vous l'entendez pas. Ou alors, si vous l'entendez, ça peut mettre dans un mood. En tout cas, moi, ça me met de bonne humeur. Juste, mais pas trop fort quand même, s'il te plaît. Ça me met de bonne humeur. J'espère que tout va bien. Moi, ça va très bien. Écoutez, grosse semaine de taf là sur les reprises. Les reprises de vacances sont souvent des semaines assez hardcore. Mais je me sens bien. En fait, j'avais eu petite période, je sais pas si on a déjà parlé, une petite période de creux avec moins de motivation, moins d'envie c'était un peu quand le marché était pourri là dans mars-avril et le fait d'avoir été un peu plus décorrélé de tout ça, avoir pris plus de temps pour moi et tout, fait que là ça y est, je suis enfin revenu avec beaucoup d'énergie et je trouve que c'est vraiment impressionnant à quel point ça se sent. Tu sens quand tu sais, t'es en vacances et tu te dis ok, là j'ai envie de revenir pour charbonner, et ça faisait longtemps que ça me l'avait pas fait, donc je suis vraiment hyper content. Et en tête de liste il y a les podcasts où je vais essayer d'être bien assidu sur les podcasts. Ça fait 6 mois que je dis ça, 6 mois qu'il y a un podcast tous les 2-3 semaines, mais là normalement tout devrait bien aller parce que les choses avancent. Et je vous le dis honnêtement, le podcast c'est mon moment préféré de la semaine en termes de taf sur le côté crypto. Genre c'est trop bien, je pose là quand même, on parle 40 minutes, même pas forcément que de trucs crypto, et j'ai l'impression que c'est ça qui vous plaît et c'est ça qui me plaît, donc tant mieux pour ça. Je vous rappelle le principe du podcast, plein de mini-sujets, pas forcément que autour de l'investissement, mais un peu des fois, des mini-sujets sur la productivité, sur l'investissement, sur des retours d'expérience, des citations, des études, du bien-être, plein de petits sujets comme ça que je note dans la semaine. Donc je vous rappelle que vous avez une petite timeline juste en dessous si vous êtes sur YouTube. Si jamais un sujet vous intéresse moins que vous, les sujets investissement, c'est pas ce que vous cherchez sur ce podcast, vous pouvez passer au suivant. Mais si vous avez envie, moi je vous recommande plutôt de vous laisser porter. Ça dure 30-45 minutes, c'est l'idée. Donc je sais pas ce que vous faites, en général les gens font autre chose en regardant un podcast. Si vous faites le ménage, la cuisine, du sport, passez une bonne session. Et let's go, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujets, mais j'en ai un gros, on verra. La dette américaine, le tourbillon infernal. Il y a un rapport qui est sorti là sur les dépenses du gouvernement américain sur le mois de juin. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Et il y a un petit truc qui est un peu noté, genre dans des petites lignes comme ça qu'on voit vraiment pas au premier abord, et je pense que c'est un peu voulu. Plus de 27% des revenus du mois de juin du gouvernement américain ont été consacrés uniquement à rembourser les intérêts de la dette. 27,5%. C'est plus que le budget pour la santé, c'est plus que le budget pour la défense. La dette est en train de devenir un fléau absolu. En fait, le problème, c'est qu'on a eu 2 événements d'hyperinflation monétaire beaucoup trop serrés entre eux. Il y a eu 2008 et 2020. Où du coup on n'a pas eu le choix en fait. 2008, les banques ont fait n'importe quoi, et donc on s'est retrouvé dans une période où on était obligé de remettre de l'argent dans tout ça, parce que sinon c'était une crise beaucoup plus mondiale qu'elle ne l'a été. Ça a été une crise mondiale horrible, mais ça aurait été encore bien pire. Et 2020, Covid, forcément il a fallu mettre de la relance, donc ils ont imprimé comme des fous furieux. Le truc c'est que les prochaines années vont être les années où on subit les conséquences de tout ça. On peut rajouter aussi le fait qu'il y a une guerre politique derrière tout ça, le fait d'avoir le contrôle du dollar. Forcément, si tu imprimes comme un malade mental, ça fait que tu as de la liquidité va plus vers les actifs. Quand tu es en conflit ouvert contre la Chine pour le monopole de qui sera la plus grosse puissance mondiale, bah t'es quand même content quand tu te rends compte que en fait, tes actifs montent, parce que du coup il y a des capitaux qui viennent vers tes entreprises. Et c'est aussi pour ça, faut pas se leurrer. Il y a cette guerre où les États-Unis ne veulent pas non plus que le capital aille en Chine, et du coup, le fait de pouvoir imprimer, tu bouches un peu le trou à court terme, parce que tu te retrouves dans une situation où il y a le chien qui vient d'ouvrir la porte, c'est terrible. Je pense qu'il y a plus de luminosité, bougez pas. Ok, c'est bon.
Du coup, je disais, tu te retrouves dans une situation où, bah oui, tes capitaux restent dans ton pays parce que tu as imprimé comme un malade. Donc la dette est un fléau colossal. Concrètement, il va se passer quoi ? La dette, faut pas se leurrer, la dette est impossible à rembourser. Ça sert à rien de vouloir, je sais pas, couper les dépenses ou quoi. J'avais fait une vidéo là-dessus. En fait, c'est complètement impossible. Parce qu'en fait, je vais pas revenir complètement là-dessus, je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans un podcast. Pourquoi c'est complètement impossible concrètement ? Parce que, en fait, il y a plein d'enjeux. Imagine que là, tu as une dette de fou. Donc, tu es un gouvernement et tu te dis, vas-y, on va couper tout ce qui va être les budgets de relance. On va couper les dépenses, on va augmenter les impôts parce qu'on veut gagner plus. Il y a plein d'enjeux. Les deux principaux enjeux, c'est en interne et en externe. En interne, bah, au bout d'un moment, ton peuple, il est pas hyper content parce que bah, tu payes plus d'impôts, il y a moins de plans de relance. Tu leur dis, non mais les mecs, c'est pour rembourser la dette. Ouais, sauf qu'aux prochaines élections, ils vont faire quoi ? Bah, ils vont voter pour le mec qui va dire, ça suffit ces conneries, arrêtons de vouloir rembourser la dette à tout prix, je vais vous proposer des meilleures conditions. Donc, bah en fait, ton plan, il peut durer que 5 ans, sauf que tu rembourses pas la dette en 5 ans. Et de l'autre côté, si toi, tu te prives, tu diminues ton budget d'armement, de développement, etc., bah t'as d'autres pays qui, eux, peuvent imprimer, ou en tout cas contrôler l'émission de leur monnaie correctement, et de leur dette, et derrière, te dépasser. Et donc, quand tu es les États-Unis, tu ne peux juste pas rembourser la dette. La dette est impossible à rembourser. Et du coup, la seule façon de ne pas avoir de crise de la dette, c'est en imprimant toujours plus d'argent pour diluer cette dette à l'intérieur d'une montagne de monnaie qui vaudra de moins en moins d'argent. Vous avez déjà vu, je vais essayer de l'afficher à l'écran, l'image du dollar qui est en train de brûler depuis les années 1900. Donc si vous regardez cette magnifique charte dans les années 1900, si on compare en équivalent dollar par rapport à l'or, maintenant, si je dis pas de bêtises, le dollar vaut à peu près entre 1 et 2% de ce qu'il valait par rapport à l'or dans les années 1900. Donc d'ailleurs, quand on regarde Peaky Blinders et qu'on parle de 1 million, c'est pas du tout la même valeur qu'un million que de maintenant. Donc la monnaie est en train de se faire diluer, mais comme un shitcoin. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et on va être obligé d'imprimer encore plus, parce que au bout d'un moment, t'as un pays à tenir. Et du coup, pour contrer ça, Bitcoin va devenir absolument incontournable pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on va imprimer massivement, donc la liquidité va forcément se déverser sur les actifs, Bitcoin en premier, et Bitcoin est l'actif qui dépend le plus de la liquidité. Parce que Bitcoin a cette capacité où c'est pas un stock américain, c'est pas le Nasdaq ou quoi que ce soit, Bitcoin dépend de la liquidité mondiale. Et peu importe d'où elle vient, qu'elle vienne de France, de Chine, de Russie, d'Antarctique, de Mars, c'est quoi l'étoile à côté ? Proxima du Centaure, peu importe d'où vient la liquidité, Bitcoin la capte. Et Bitcoin va aussi de plus en plus s'affirmer comme l'actif antifragile qu'il est en train de devenir. Et les gens vont se réfugier sur Bitcoin, comme ils l'ont fait sur l'or dans les années 70. Dans les années 70, regardez la performance de l'or. Avec toute la période post-1970, Bretton Woods, d'évaluation du dollar, regardez la performance de l'or. Il va se passer exactement la même chose avec Bitcoin. Bitcoin devient une sorte d'or numérique et s'affirme comme ça. Et donc en fait Bitcoin a un peu cette double casquette, mais il faut pas croire non plus que ça va se faire dans une paix sans nom. Ça va se faire dans des turbulences, ça va se faire dans des crises. Donc attention, ça va pas être un long fleuve tranquille, mais accumuler du Bitcoin entre 2020 et 2030 est peut-être l'une des meilleures décisions qu'on puisse faire dans une vie. Alors, j'ai vu une interview, là c'était la période tennis, le Roland Garros Wimbledon, qui est une période exceptionnelle. Et là en ce moment, dans le tennis, si vous suivez un peu, même si vous ne suivez pas, vous le savez, il y a 2 mecs qui sont au-dessus du lot, il y a 2 monstres absolus, Alcaraz qui a gagné Roland Garros et Sinner qui a gagné Wimbledon. Les 2 étaient en finale des 2 tournois. En fait, il n'y a que eux dans le monde du tennis en ce moment. Et Sinner, en fait, c'est 2 profils qui sont très différents. Alcaraz, c'est un mec qui joue beaucoup entre grands guillemets à l'instinct. Faut pas croire que c'est un mec qui joue à l'instinct en mode il s'entraîne pas, tu vois. Mais c'est un mec qui est un peu plus explosif et qui va agir beaucoup plus sur la situation. Et tu compares avec Yannick Sinner qui est, il y a beaucoup de gens qui l'appellent le robot, tu vois. Le mec régulier, toujours les mêmes coups, toujours la même position, toujours la même frappe. Et j'ai vu une interview du coach de Yannick Sinner qui vient de gagner Wimbledon et qui est
l'un des futurs plus grands joueurs de tennis de l'histoire, où en fait il explique que vouloir devenir numéro 1 mondial, vouloir devenir millionnaire, peu importe, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas, c'est pas quelque chose de tangible. Et en fait, ça paraît bateau, mais c'est intéressant de voir que c'est ce type de profil qui le dit. Depuis qu'il est tout petit, il s'est concentré sur les détails. Toujours améliorer un petit truc chaque jour. Un petit détail, un petit truc dans ta position, dans ton pied, dans la façon dont tu vas gérer ton sommeil, dans ta nutrition, dans tes étirements, peu importe, un tout petit truc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est connu, mais une amélioration de 1% de quelque chose tous les jours, mathématiquement, est-ce que vous savez combien ça fait? Ça fait x37 à la fin de l'année. Et 1% c'est rien, c'est pas compliqué. Et quand j'ai commencé les vidéos, par exemple, mon objectif, ça a toujours été ça. C'était... chaque semaine, je me disais, t'améliores un truc. Les vidéos, quand tu commences, en fait, ça fait pas de vues. Donc, tu dois t'accrocher et continuer sans aucune personne qui regarde. Et chaque semaine, j'améliorais un tout petit truc. C'était dégueulasse, hein, mais j'essayais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la semaine d'après, la vidéo était pourrie, mais j'améliorais un petit peu le son. J'essayais de regarder des nouveaux setups. Un peu plus tard, la lumière, mon script, ma façon de parler, de bouger. Si vous regardez les premières vidéos, elles sont horribles. Sauf que j'essayais toujours d'améliorer un petit truc. Et sur une échelle, là ça fait 3-4 ans que je fais des vidéos, ben, j'arrive à un setup où là le son est pas mal, j'arrive à parler pendant 40 minutes tout seul, le setup aussi vidéo est pas trop mal, et c'est impressionnant à quel point cet effet cumulé prend du temps, numéro 1, mais à quel point il est puissant, et c'est exponentiel. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que la première année, tu fais x37 à un stade de nullité, ok? Sauf que tu arrives à x37, fin de la première année, t'es moins nul, on va dire. L'année d'après, tu refais x37, et ensuite x37, et x37. Et c'est une charte qui est quand même exponentielle. Parce qu'en fait, si tu fais une tâche, peu importe laquelle, pendant 5 ans, la première année et la progression que tu vas avoir la première année n'a pas la même valeur que la progression que tu vas avoir la 4e année. Parce que la 4e année, tu as l'expérience des 4 premières années, donc tout ce que tu apprends, c'est un truc presque d'expert où tu te retrouves à un stade où toutes les bases tu les connais et donc tout ce que tu apprends, ça devient quelque chose de vraiment valorisable. Tu vois, tu apprends une expertise là où les premières années c'était pas ça. Et donc la 4e année par exemple a beaucoup plus de valeur que la 2e et la 8e année de quelque chose aura beaucoup plus de valeur que la 4e. Et tu continues en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est intéressant cette notion d'améliorer un tout petit truc chaque jour. Chaque jour, ça fait écho avec une citation que j'ai vue il y a pas longtemps de l'inventeur du judo, je me souviens plus de son nom. L'inventeur du judo, qui avait une citation hyper marquante qui disait « Enterrez-moi avec une ceinture blanche ». L'inventeur du judo, tu vois, le mec était ceinture dan, ceinture noire, je sais pas combien tienne dan, enfin vraiment l'inventeur du judo, quoi. Et le mec disait « Enterrez-moi avec une ceinture noire », parce qu'il voulait garder cette âme du débutant qui prend les retours et qui progresse sur tous les petits détails. Et je pense que c'est vraiment un truc qu'on doit appliquer sur nos vies, c'est que peu importe où tu en es, tu as toujours des petits détails à améliorer, et même à l'inverse, si tu commences sur quelque chose, il faut pas se concentrer sur l'image globale. Je veux une chaîne à 100 000 abonnés, ça n'a aucun sens. Non, je veux des vidéos avec un setup son qui est pas trop mal, avec ça qui est pas trop mal, ça. Quand tu commences le tennis, c'est pareil. Je veux m'améliorer un petit peu sur ma façon de tenir la raquette, de slicer, de servir, etc. Et même quand on commence, améliorer un tout petit truc et se concentrer sur les détails, même au début, c'est un truc qui est très 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 valorisable. J'avais prévu la victoire d'Alcaraz à Roland Garros d'ailleurs. On pourra en parler, tout le monde disait Sinner. Bon, Sinner a eu 3 balles de match, hein, c'était du pile ou face. Mais ces mecs sont monstrueux. Et d'ailleurs, Sinner, c'est impressionnant ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez un peu vu ça. C'est que le mec, donc il arrive en finale de Roland Garros, pour ceux qui savent pas. Je crois qu'il gagne 2-7-0, il a 3 balles de match, d'accord? Alcaraz remonte et gagne le match. Genre, mentalement, je fais du tennis à 1/1000e de leur niveau et de leur pression mentale, tu vois. Mentalement, ça, si ça m'arrive, putain, les prochains matchs, ils sont durs. Le mec est revenu. Rien à faire. Il a fait ses matchs, il a tout gagné. Il est remené contre le même mec en finale, donc c'est traumatisant. Il a fait un match exceptionnel, il a gagné. Le niveau mental pour faire ça, je trouve que on se rend pas compte à quel point à quel point c'est demandant tout ce qui se passe dans le sport de haut niveau. C'est exceptionnel. Bref. Ensuite, petit point altcoin, reprise des altcoins. Bon,
On l'a vu depuis quelques temps, là on a une bonne reprise des altcoins, c'est cool, chose très rare d'ailleurs en plein été. Les altcoins les plus solides sont sortis de leur range, l'intérêt revient de plus en plus, et ça se voit clairement ici. C'est pas une charte que je sors souvent, les recherches Google, mais on voit que depuis le début de l'année, l'intérêt pour les altcoins, rien à battre. Personne ne voulait en parler, à juste titre. Et en quelques jours, on a l'effet inverse, avec les recherches Google qui ont explosé. L'autre élément qui est souvent suivi, c'est les classements de l'application Coinbase sur l'Apple Store aux États-Unis. On voit que l'appli gagne des places petit à petit. Moi, je le sens aussi quand je fais surtout des lives ou des vidéos où j'ai de plus en plus de commentaires de gens qui sont nouveaux. Tu penses que ça peut aller à combien ? C'est quoi ta target sur ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est des questions qui remontent tout le temps dans les périodes où il y a de plus en plus de nouveaux. Et les tendances sociales sont à la hausse, c'est pareil sur YouTube, avec les vues du secteur crypto qui commencent tranquillou à réaugmenter. Donc en fait, on a des signes positifs devant nous pour la suite, notamment grâce à une chose, c'est Ethereum. Ethereum, tout le monde disait, et moi le premier, hein, je vais être honnête, je disais pas le projet est mort, mais je disais Ethereum, il y a des vrais problèmes. Et c'était un fait. Et si tu regardes le prix de l'Ether, c'était chaud en début d'année. Je crois qu'il est retombé à 1500, si je dis pas de bêtises, entre 1500 et 1008 en gros. Et il y avait des problèmes sur Ether. Sauf que après, si vous regardez les inflows des ETF Ethereum, ils sont colossales et on a eu une reprise de l'intérêt institutionnel qui a explosé. Je pense que c'est dû à deux choses. La première chose, c'est le fait que, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue politique, juridique, on a beaucoup plus de cadres qui se sont instaurés. Et donc forcément, ça s'est répercuté sur les entreprises, les gros fonds, les gros portefeuilles qui veulent acheter des crypto-monnaies. Et donc, ils sont beaucoup plus positionnés sur l'ETF Ether. Et par contre, il faut comprendre aussi un truc. C'est ça la deuxième chose. C'est qu'il y a des mecs très puissants dans des bureaux fermés à clé avec des contrats de non-divulgation qui, on va le dire comme ça, ont un énorme impact sur les prix. Et donc, oui, ce schéma existe, c'est pas une utopie ou une manipulation ou une théorie du complot. Il y a des grosses entités qui veulent lessiver les retails, et quand je dis les retails, c'est pas que nous, tu vois, c'est tout un ensemble de personnes pour pouvoir acheter plus bas, pour ensuite pouvoir se repositionner et faire monter les prix. Et je pense qu'on va le voir beaucoup avec les gros actifs, comme Bitcoin, Ethereum, Solana, où il va y avoir ces gros mouvements-là. Et donc il va falloir garder une sorte de conviction, de confiance dans ce type d'actifs-là. Mais c'est assez impressionnant à quel point les ETF sont devenus vraiment un gros game. Les choses changent pas mal sur les altcoins. Putain, le début d'année, quand j'y repense, était vraiment, vraiment très dur. On s'est fait démolir parce qu'on était parmi les seuls sur Crypto Recherche avec Paul à dire « Je pense que le bull run n'est pas fini », tout le monde parlait de bear market, etc. C'était chaud, hein. C'était chaud. Après, on n'est pas sorti de l'auberge et j'ai vu beaucoup de gens qui disent oui, je suis encore en négatif. Et c'est ok. C'est ok. Si vous êtes en positif ou en négatif, dépend que de quand vous êtes rentré. Donc forcément, c'est ok. Après, derrière, il va falloir continuer d'être patient et accepter aussi que si vous êtes rentré plus tard, donc si vous êtes rentré peut-être fin d'année 2024, vous n'aurez pas de x10, vous n'aurez pas d'énormes multiples, d'accord ? Je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a 6-8 mois, si c'est votre premier bull run et qu'en plus vous avez une mauvaise entrée, genre factuellement une mauvaise entrée, ça arrive, c'est pas grave, mais vous avez une mauvaise entrée, votre objectif unique, c'est de faire des gains sur ce marché. Des gains. J'ai pas dit des x5, hein, j'ai dit des gains. Donc des 50%, c'est un gain, c'est un excellent gain même. 20% est un gain, ok ? Et j'insiste vraiment sur ça, parce que beaucoup de gens vont se casser les dents, et parce que là déjà, les altcoins retournent à des niveaux qui sont corrects, objectivement, et il y a beaucoup de gens qui sont encore en négatif, parce que forcément, c'est toujours le même jeu, c'est que y a plus de gens qui rentrent quand les prix montent, donc ils rentrent haut, et donc forcément, ils se font un peu lessivés. Si c'est votre premier bull run, si vous avez une mauvaise rentrée, faites-moi confiance, par pitié, ne vous concentrez que sur faire des gains. Ignorez les x10 et compagnie, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, l'Ether, les choses se passent bien, on va voir comment les choses évoluent. C'est rare d'avoir un mouvement
en milieu d'année comme ça, l'été. C'est vraiment dû au fait que la liquidité a augmenté et que du coup on a aussi eu ce décalage avec ce qui se passait avec les tarifs et la guerre en Iran. Mais là les choses sont tranquillement en train de revenir à la normale, donc c'est cool. Je fais juste un petit point sur Crypto Recherche. Crypto Recherche, c'est le meilleur groupe d'investissement francophone que je gère avec Paul. On fait des articles, on fait des vidéos sur des analyses d'altcoins et autres. On a aussi des actions avec des rapports avec les crypto-monnaies. Et maintenant, sur Crypto Recherche, on a intégré Blocknity. Blocknity, c'est une plateforme de data, qui est la meilleure plateforme de data, je pense, française, c'est sûr et certain, et qui va devenir l'une des meilleures plateformes de data au monde. Et les membres de Crypto Recherche ont accès à Blocknity. Donc vous abonnez à Crypto Recherche, vous pouvez vous connecter sur Blocknity avec votre pseudo Crypto Recherche. Et je crois que l'abonnement de Blocknity de base coûte 100 € par mois, un truc comme ça. Donc vous avez accès à un abonnement de 100 € par mois. Faites un petit tour. Ce que je conseille souvent, ce que je recommande, ça veut rien dire reconseille, ce que je recommande souvent aux gens, ce qui n'est pas du tout marketing, c'est de prendre Crypto Recherche pour un mois. Comme ça, t'arrives, tu vois tous les articles qu'il y a sur Crypto Recherche, toutes les vidéos qu'on a fait depuis genre 3-4 ans. Donc t'as vraiment un afflux de connaissances comme ça, plus le fait que tu bloques Unity. Et après, si tu sens que tu peux rester, que tu as envie de rester, que tu aimes le contenu, prendre peut-être après des 3 mois ou des 1 an. Mais c'est un peu... c'est la meilleure façon, je trouve, d'explorer tout ça. Bref. On continue. Ah, là, on arrive au gros sujet. Le grand flou de notre époque. Je pense que, excepté les périodes de guerre et de dépression, qu'on peut mettre de côté, nous sommes actuellement dans l'un des plus grands flous de l'histoire de notre civilisation. Est-ce que vous voulez un petit coup de stress ? ChatGPT est sorti il y a moins de 3 ans. L'IA est la révolution de notre siècle, tout le monde le sait. Ça va bouleverser des choses, ça va voler des métiers, ça va prendre des expertises, etc. Ça crée un flou qui est colossal. Mon beau-frère, il a 20 ans, il fait une école de dev, il est super fort, il a vraiment envie de faire des choses, et il a envie d'entreprendre. Il a envie de créer des choses. Et du coup, il me parle de ses projets et tout, que lui, il veut créer un jeu vidéo, il veut créer une appli pour aider le contrôle parental, des trucs stylés. Mais la seule problématique qui revient à chaque fois, c'est « Ah ouais, mais comment on fait vu qu'il y a l'IA ?» L'IA a facilité la création d'informations, création d'articles, de logiciels, de sites, de tout. Donc t'es développeur de sites, bah tu stresses parce que c'est beaucoup plus dur de te faire un nom et de faire un beau site. Tu crées une startup ou une tech, c'est flippant. C'est devenu compliqué aussi de créer des IA parce qu'il y a toujours des nouvelles IA qui sortent. Et tu crées une startup ou une tech toi-même, bah c'est flippant parce que tu passes 3 ans sur un projet qui, ça se trouve, dans 3 ans, pourra être fait en 1 mois par IA. Je vous parlais de Blocknity. Blocknity, ça a été fait par un seul mec qui s'appelle Antoine, qui est le CEO de Blocknity, qui est très très fort, c'est un excellent développeur. Combien il m'a dit qu'il avait fait de lignes de code au total je sais plus, 200 000, 500 000, je sais plus. Mais un truc débile, tu vois. Il a tout fait avant ChatGPT. Il me dit, mais quand ChatGPT est sorti, et la façon dont je travaille maintenant, ça m'aurait pris, mais tellement moins de temps. Avant, il me disait, tu passais genre une soirée dans ton code à regarder ce qui avait bugué, à chercher une mauvaise virgule qui était mal placée. Maintenant, tu la fous copier-coller dans ChatGPT, il te dit exactement où c'est. Le temps gagné est débile. Ça c'était magnifique, ça. Quand j'étais en pharma, les partiels, au tout début de ChatGPT, je faisais copier-coller ChatGPT, c'était fini. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas pharmacien maintenant. Donc franchement, c'est pas facile hein, comme période. Je pense que je ressens un stress de beaucoup de gens, c'est aussi mon cas. Je sais pas si vous le sentez, il y a une anxiété ambiante autour de ça, parce qu'en fait, il y a un flou. Je sais pas si vous avez vu Sam Altman, qui est le CEO de ChatGPT, on lui a demandé quel métier il allait mieux faire dans les prochaines années avec l'IA qui arrive. Vous savez ce qu'il a répondu ? Il a répondu plombier, l'enfoiré. Il a fait flipper tout le monde. Donc on est dans une espèce de méga flou où on sait qu'une tech est en train de faire la plus grosse disruption depuis des siècles. Et nous, on a un devoir d'adaptation extrêmément dur à faire. Donc concrètement, comment on fait ? En fait, je me suis basé sur je me suis dit, quels sont les éléments similaires dans l'histoire ? Il y a forcément eu des éléments similaires. Et en fait, il y en a eu dans les années 1900, quand il y a eu la révolution industrielle. Les artisans ont été remplacés par des machines dans des usines, et du coup, il y a eu une peur généralisée de la machine qui vole notre travail. Ce qui n'a pas forcément été faux, ça a été le cas. Et du coup, il s'est passé quoi à cette période ? En fait, en cherchant un peu,
il y a eu une sorte de grosse fracture entre deux catégories. D'un côté, il y avait ceux qui ont refusé l'évolution des machines, qui avaient un savoir-faire qui au final servait plus à rien, et qui sont un peu devenus esclaves de ces machines, donc les ouvriers, qui avaient un taf répétitif dans les usines, qui ont galéré toute leur vie. Si vous avez vu Peaky Blinders, il y a tout un... C'est dans les années 1920, il y a tout un pack de mecs qui ont vraiment des vies de merde parce qu'ils sont dans des usines, il fait chaud, les conditions sont horribles, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est terrible. Et de l'autre côté, t'as ceux qui s'en sont sortis. Ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui ont très vite réussi à s'ajuster. Donc, les premiers ingénieurs, les industriels, ceux qui ont commencé à faire de la logistique, de l'organisation, ceux qui ont appris à maîtriser les machines, plutôt qu'à les combattre. Et eux, ils ont requalifié leurs compétences pour travailler avec les machines et rester indispensables. Sauf qu'à notre époque, c'est dur, parce qu'il y a les études. J'ai un pote, un très bon pote de lycée, qui a fait 5 ans d'études de commerce. Il a fait commerce, communication, un truc comme ça. Il a fait de l'alternance à 19 ans, il travaillait comme un malade dans des magasins et tout. Enfin, il a taffé, tu vois, c'est un bosseur. Et là, il a 27, je crois. Il trouve pas de taf. Parce que c'est bouché. L'IA change la donne, c'est chaud. Et il est un peu têtu. Quand on discute du fait qu'il devrait apprendre d'autres skills, s'adapter, même essayer d'autres jobs, il répond toujours la même chose, c'est « Ouais, mais en fait, j'ai pas fait 5 ans d'études pour rien. » Et je comprends. Tu sais, t'as fait 5 ans d'études, alors on peut discuter du fait que certaines études sont pas bonnes juste, et que c'est juste des business, et que tu te fais un peu scam quand tu fais certaines études, notamment tout ce qui va être école de commerce, certaines écoles de commerce, hein, pas toutes, école de commerce, école de communication, etc. Il a fait un truc comme ça, une école un peu en bas de la liste, on va dire, mais qui fait 5 ans d'études, et lui, maintenant, il se dit, putain, mais j'ai pas fait 5 ans d'études pour rien, je veux des jobs au niveau, en termes de salaire et de reconnaissance, de mes 5 ans d'études. Mais il trouve pas. Et c'est pour ça que c'est très dur. Parce qu'on a été habitué à certains standards. Je pense qu'il faut pas paniquer. L'IA va pas tous nous mettre au chômage. Par contre, on a un énorme besoin de s'adapter, c'est sûr et certain. Donc, concrètement, comment on s'adapte ? On s'adapte par plusieurs choses. La première chose, c'est son apprentissage. Le par cœur est devenu le truc le plus inutile au monde maintenant. Je vous rappelle, quand j'ai triché, est-ce qu'on peut dire tricher, est-ce qu'on peut dire utiliser les ressources à ma disposition, je sais pas, mais quand j'ai utilisé les ressources à ma disposition, aka ChatGPT, pour mes partiels de pharmacie. C'était en phytothérapie, je crois. Où en gros c'était tout ce qui est science des plantes, etc. Donc tu avais des cours où tu devais apprendre le nom latin, tu devais apprendre comment ça fonctionnait d'un point de vue vraiment physiologique, etc. C'était très par cœur, tu vois. Et là vraiment c'était un contrôle en distanciel, période Covid, et genre vraiment le partiel il durait 1h30 je crois, et j'ai tout copié dans ChatGPT, il m'a donné, c'était des QCM, il m'a donné les réponses, je l'ai fait en 20 minutes, j'ai eu 20, voilà, typique ChatGPT. Et du coup, le par cœur, parce qu'il y avait des gens qui ont appris par cœur, qui ont galéré et tout, devient le truc le plus inutile au monde. Ça sert plus à rien d'avoir des infos pour avoir des infos. Et pour l'instant, ça continue de servir. Vous allez me dire, oui, mais tu dois être un bon pharmacien pour savoir ça. Il y a encore une période de transition. Donc, où certaines informations de par cœur sont utiles, le temps que là, ça se fasse. Mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça sera obsolète. Et donc, il faut réussir à aller au maximum vers ce qui est actionnable et non automatisable dans son apprentissage. Donc, ça passe par maîtriser des compétences pratiques, tout ce qui va être prompt engineering, savoir contrôler de l'IA, l'automatisation, du no-code, créer des outils sans forcément devoir coder, de la data, peu importe, tout ce qui va être compétences pratiques. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que c'est aussi très important, hyper important maintenant, de devenir excellent, désolé de l'anglophone, dans les soft skills. Les soft skills, c'est tout ce qui est communication, prise de décision, management. C'est pas des trucs vraiment hard comme du développement, mais par contre, c'est des choses qui vont être de plus en plus demandées dans les entreprises, ou en tout cas pas demandées, mais valorisées. Parce qu'en fait, tu vas arriver dans une entreprise, tout le monde saura utiliser les IA, donc en fait, le hard skill sera moins récompensé. Nous, ce qu'on va chercher, c'est un mec qui communique bien, un mec qui est bien organisé, un mec qui prend les décisions rapidement, un mec qui va dans la bonne direction, qui manage bien, peu importe. Et ça va être de plus en plus demandé. Et en plus,
il y aura de moins en moins de gens bons, parce que tout le monde va utiliser l'IA, et je pense que ça va baisser un petit peu certaines capacités. Donc, les soft skills, les compétences pratiques, et tout ce qui va être système. Comment comprendre comment les choses fonctionnent, les business models, l'économie, l'IA, le fonctionnement des choses. Il faut pivoter sa façon d'apprendre et rester à jour. Mais ça, c'est très dur, parce que le plus dur, c'est de trier. Si vous voulez, j'ai un site... Attendez, ouais, je vais vous le donner. J'ai un site qui répertorie toutes les IA qui sortent dans tous les domaines, et qui les classe parmi les plus utiles. Je vous le mets en description. Et c'est très dur parce que c'est nécessaire, mais vu qu'on est au début, il faut pivoter très vite. Et donc, réussir à développer cette capacité d'adaptation. Tu utilises ChatGPT, il y a une meilleure IA qui sort, tu l'utilises, cette meilleure IA. Tu utilises cette meilleure IA. Il y a une nouvelle meilleure IA qui sort, tu l'utilises. Et c'est dur de faire des rebonds comme ça parce qu'on a justement été habitué à PowerPoint, tu vois, typiquement PowerPoint, putain de merde. Je m'en souviens quand j'étais au collège, donc c'était en entre 2010 et 2013-14, on faisait des PowerPoint. Mais putain, il y a des gens qui font encore des PowerPoint. Est-ce que vous avez déjà vu l'inefficience de PowerPoint par rapport à Canva ou à d'autres trucs, tu vois? Parce qu'on a été habitué à rester dans notre zone de connaissance, surtout sur le côté informatique. Et en plus, on va travailler dans des entreprises avec des gens d'une ancienne génération qui ont connu l'émergence d'Internet, donc qui peuvent être un peu plus perdus pour certains, et donc forcément qui vont avoir encore plus de mal et qui vont rester un peu plus rigides. Mais ça, il va falloir vraiment réussir à pivoter. Et justement à développer cette capacité de résistance à la nouveauté. Ça va être le truc le plus dur. À pas arriver avec un stress vers un nouvel outil. Arriver, ok, comment ça marche? Donc je vous mets le site en description, ça s'appelle, j'en ai deux, ça s'appelle AI Valley et l'autre c'est There is an IA for that. Je vous les mets les deux, ça permet de répertorier un peu toutes les IA qui sortent. Et il faut réussir à vraiment gagner du temps. Donc se lancer dans du développement de sites sans IA, juste du pur code par exemple. Si là en 2025 tu te dis ok je vais apprendre à coder et tu te lances dans le métier que je trouve très noble de développeur, malheureusement maintenant tu dois utiliser l'IA parce que faire juste du no-code, juste du pur code pardon, donc juste coder toi-même, tu vas mettre 1000 ans à l'apprendre et en fait ça n'a aucun sens parce que le temps que tu deviennes excellent, on sera dans 4 ans minimum où il y aura des outils qui feront des sites de malades et tu serviras à rien. Il faut aussi réussir à apprendre vite et à oublier vite. À l'école, on nous a appris à faire pour valider, pour être noté, pour que ça soit utilisé. Sauf que ça n'existe plus. Il faut réussir à switch vers une sorte de nouvelle vision sur le fait de faire des prototypes le plus vite possible, être agile. L'agilité, c'est le plus gros skill qu'on puisse avoir. On apprend, on applique, ça marche, on garde, ça marche pas, on jette, on recommence, on réapprend, etc. Et c'est très dur. Ensuite, il faut utiliser l'IA plutôt voir l'IA comme un partenaire, pas être un spectateur de l'IA. Donc tester des propres schémas d'utilisation de l'IA en se demandant qu'est-ce que je fais que l'IA pourrait faire à ma place. Et attention, parce que ça, c'est à double tranchant. Je prends mon exemple, les scripts de vidéo. Tous les créateurs de contenu ont essayé de faire des scripts par IA. Spoiler, ça marche pas. C'est pas naturel, c'est une catastrophe. Est-ce que l'IA peut faire des scripts à ma place? Oui. Est-ce que l'IA peut faire des scripts du niveau que j'attends à ma place? Non. Et donc il y a un peu cet équilibre-là, mais par contre, il y a plein de choses que l'IA peut faire à notre place. Je prends l'exemple d'un truc simple, automatisable, les shorts. Vous savez, tu prends un extrait d'une vidéo, tu fais un contenu court que tu peux mettre sur Insta, TikTok, YouTube Short et tout. Bah ça, jamais de la vie, il faut le faire soi-même. Parce qu'il y a des IA qui le font, et le temps gagné est colossal. Et il y a plein de petites tâches d'automatisation comme ça, où il faut réussir à se dire, ok, qu'est-ce que je fais que l'IA pourrait faire à ma place? Il y a ça, ok. Maintenant, il faut que je trouve les IA les plus performantes. Donc, je vais sur le site dont je vous ai parlé, enfin, que je vous ai montré, je vais chercher ce qui est cohérent, je teste, je reste ouvert à la nouveauté, et je continue. Mais c'est dur, c'est très dur. Un autre élément qui devient vraiment important, c'est tout ce qui tourne autour de l'image de marque. On peut plus juste dropper des informations comme ça n'existe plus. Là, c'est quoi les entreprises les plus capitalisées au monde? En connu, hein. Apple, Tesla, Microsoft, qu'est-ce qu'on a quand vraiment big en ce moment? OpenAI. Toutes ces entreprises-là sont incarnées. Apple, bon là c'est Tim Cook le CEO, c'est un mec quand même assez en arrière, mais il y a l'aura de Steve Jobs qui est derrière, c'est incarné.
OpenAI, c'est Sam Altman, c'est le geek un peu super fort en IA, qu'on voit un peu partout, à la cool. Tesla, Elon Musk. Et maintenant, en fait, l'information est saturée. Donc il faut réussir à proposer autre chose aux gens en plus de ce que tu leur donnes, peu importe ce que tu leur donnes. Que tu leur donnes des voitures. Parce qu'en vrai, regardez, comment elle s'appelle la marque de voitures électriques la chinoise? C'est pas Kia. Je sais plus, mais il y a des voitures électriques chinoises qui font des Tesla-like en gros. Je sais pas, mais je suis quasi sûr en fait que Tesla est bien plus capitalisé. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des meilleurs produits? Peut-être. Pas sûr. C'est parce qu'ils ont une incarnation qui, grâce à cette incarnation, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, donne une image de marque et donne une vision. Et donc on vend les voitures, mais on vend aussi aux gens la confiance, de l'émotion, de l'attention. On vend aux gens, la possibilité de se positionner. Quand tu achètes une Tesla, tu te positionnes. Bon, maintenant c'est un peu plus politique, mais on va pas parler de ça. Tu te positionnes pour le progrès, tu te positionnes pour une voiture d'un mec qui fait des fusées, tu vois. Donc il faut réussir à proposer aux gens de la confiance, de l'émotion, de l'attention, un truc un peu naturel, tu vois. Et je pense que ce podcast, par exemple, c'est pour ça qu'il marche pas trop mal en partie. J'allume ma cam, on discute, là ça fait 38 minutes que je parle tout seul dans mon salon. Bah ouais, je pourrais vous drop un PDF avec juste ce que j'ai écrit. Qui le regarderait? Personne. Parce qu'il y a ce côté où, bah là, je parle pendant 40 minutes, donc il y a peu de chances que je fake qui je suis, tu vois. On discute de trucs qui sont intéressants sur ça. Et donc je pense qu'il va y avoir ce re-switch vers du naturel. Si vous regardez par exemple ce qui marche beaucoup en ce moment sur YouTube, il y a les gros formats, mais il y a aussi les formats un peu plus chill. Tu prends Squeezie. Squeezie, il a un format qui s'appelle, comment ça s'appelle? Micro-chaussettes. Micro-chaussettes, c'est, ils sont sur le canapé en chaussettes avec des micros de merde et ils discutent. Est-ce qu'ils pourraient avoir une prod bien meilleure? Évidemment. Mais ils sont là en disant, regardez, on vous donne du naturel. Et donner du naturel, ça devient primordial. Donc vraiment, tout ce qui va tourner autour de l'image de marque, le naturel va devenir très 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 important parce qu'une IA ne peut pas être naturelle et ne le sera jamais. Je ne crois pas à cette théorie qu'un jour on regardera des vidéos YouTube faites par des IA, même si elles sont bien. J'y crois pas. Ensuite, je pense que les choses changent aussi pour les gens qui ont un job unique. Je suis ingénieur, je suis comptable, etc. L'une des bonnes façons de s'adapter, c'est plus trop de s'identifier comme un salarié classique avec un job, mais comme, je pense, une sorte de freelance permanent. En gros, le format classique, c'est études, diplôme, job. En fait, ce format, il devient risqué. Il devient risqué parce que à tout moment, ton boss, il pop dans ton bureau. Yo, alors en fait, c'est marrant parce qu'en fait, ton taf, maintenant, je peux le faire avec une IA pour 9,99€ par mois, donc désolé, mais au revoir. Ça devient compliqué, ça. Et en fait, si on essaie un peu de se diversifier, tu fais des études de comptable. T'as ton job, t'es comptable. Mais à côté, tu lances du contenu sur la compta, en formant les gens. Tu les formes sur un côté un peu plus niche, tu vois. Tu formes la comptabilité, je sais pas moi, des gens qui ont une SASU, une SAS, ou peu importe. Tu deviens un peu niche, et tu cumules un peu les trois là. Tu peux faire un peu de consulting aussi, de formation pour les nouveaux comptables. Bah tu limites les points de risque en faisant ça. Parce que si ton boss il vient et il te dégage, bah t'auras quand même tes réseaux, t'auras quand même ton image de marque qui est très puissant et de plus en plus puissante, t'auras quand même tes autres clients, etc. Et donc, plus tu te diversifies, moins t'as de chances de te faire démolir par les IA. Et je vous encourage vraiment, si jamais vous êtes dans ce format-là, peu importe ce que vous faites, que vous soyez, je sais qu'il y a un maçon, il y a des maçons qui nous écoutent, bravo à vous, il y a des gens qui ont des ingénieurs, peu importe ce que vous faites, demandez-vous comment vous pouvez aussi voir votre carrière, pas uniquement via votre job, mais aussi via peut-être certains contenus, certaines façons de faire. On peut faire du consulting pour des entreprises, pour des particuliers, on peut faire du contenu, on peut donner de la valeur, de l'information. Il y a plein de façons de le faire. Demandez-vous ça, et ça peut être dans 2 domaines différents. Tu peux être comptable et en fait vouloir faire des vidéos de sport, tu vois, de foot. On s'en fout. Mais tu diminues tes points de risque. Et je pense qu'on a vraiment un travail d'adaptation qui est difficile, mais qui est quasi obligatoire à notre époque. En fait, on a changé de monde en 3 ans, et il faut réussir à déconstruire certaines idées reçues de l'ancien monde, parce que juste ça marche plus, tu vois.
Faut réussir à être relâché, à être serein, pour pas se faire prendre dans la vague de stress, mais en restant flexible. Et le problème, c'est que la flexibilité, c'est peut-être le truc qu'on nous a le moins appris, donc ça va être dur pour beaucoup de gens. Mais voilà comment il faut s'adapter. Je pense que cet écrit-là, c'est celui qui m'a pris le plus de temps de quasiment tout depuis le début du podcast. Enfin, depuis le début de lancement de ce podcast. Les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. On a parlé de la dette, on a parlé de l'IA, on a parlé pas mal de choses. Je pense qu'on arrive dans un monde, dans tous les cas, où il faut réussir à être flexible, à être agile. Le mot agilité, il est bien, tu vois. Agilité, t'as ce côté un peu coulant, tu vois. Tu peux aller un peu partout, à droite, à gauche. C'est vraiment, vraiment ce qu'on vient chercher. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère qu'il y a quelques sujets qui pourront vous aider à réfléchir à des trucs. Si jamais vous avez des questions, des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Je lis tous les commentaires. Ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao les potes.